Les mots ont frappé comme du verre brisé contre ma peau tandis que je me tenais dans le hall de l'hôtel, vêtu de mon tailleur bleu marine sur mesure. Sortez cette mendiante d'ici, lança mon père assez fort pour que tout le monde entende. La main de l'agent de sécurité flottait près de mon coude, sans oser me toucher. La gêne passa sur son visage. J'ai vu les yeux de ma mère fuir les miens. Ma sœur Victoire arborait ce rictus familier de mon enfance. Celui qui disait qu'elle avait encore gagné. Je m'appelle Rachel Parker. J'ai 35 ans. Et voici comment une invitation annulée s'est transformée en révélation financière. La trahison n'aurait pas dû me surprendre. Pendant des années, j'ai été le distributeur automatique familial, la fille brillante mais compliquée qu'on sollicitait pour tout financer, réparations urgentes, vacances de luxe. Toujours avec la promesse que j'investissais dans la famille. Ce qu'ils ignoraient, en festoyant dans cette somptueuse salle de réception, c'est que j'investissais au sens propre. Le lieu choisi pour leur célébration privée était loué via ma SARL. Le traiteur gastronomique, avec la fontaine à champagne indispensable selon ma mère, était payé par mon compte professionnel. Les billets d'avion des proches venus de tout le pays avaient été réglés avec ma carte d'entreprise. Ils pensaient que l'argent provenait du prétendu pactole de retraite de mon père, fiction soigneusement entretenue pour préserver son image de patriarche. En réalité, ils n'avaient reçu qu'une montre en or et une pension modeste couvrant à peine leurs charges mensuelles. Je n'ai ni crié ni fait de scandale. J'ai redressé les épaules, soutenu le regard du vigile pour signifier que je partirais dignement, puis j'ai marché d'un pas vers ma voiture au parking souterrain. Dans les couloirs de marbre, puis sur la rampe de béton menant au niveau B, mon esprit traçait déjà la suite. Ce n'est qu'une fois la portière fermée que mes mains ont tremblé en ouvrant mon application bancaire. 7 200 €, traiteur annulé. 12 000 €, billet de lune de miel de Victoire aux Maldives révoqué. 4 800 €, week-end spa de maman avec son cercle de lecture supprimé. 52 000 €, mensualité du pavillon en bord de mer bloqué. 20 minutes plus tard, en me garant devant chez moi, mon téléphone vibrait sans arrêt. D'abord mes parents. Puis ma sœur. Puis des numéros inconnus. Ensuite, des coups violents à ma porte. À travers le Judas, j'ai vu Jérôme, le mari de Victoire, le visage rouge, la chemise froissée et à moitié sortie du pantalon. J'ai fait glisser le verrou et attrapé l'épais dossier préparé 3 ans plus tôt. Celui intitulé « Plan de secours ». Il faut réparer ça tout de suite, hurla-t-il sans salutation. Le traiteur a annulé, l'hôtel bloque les chambres et nos billets de lune de miel ont été invalidés au moment même de l'enregistrement en ligne. Adossé à la porte, le bois massif entre nous, je répondis calmement. Étrange. On dirait que quelqu'un n'a pas vérifié à qui appartenaient vraiment ces paiements. Il cligna des yeux. Tu as fait ça parce qu'ils t'ont mise dehors. Non. Je l'ai fait parce qu'ils ont oublié la règle de base, ne pas mordre la main qui vous nourrit. Surtout si cette main détient toutes les preuves. Il tenta de regarder derrière moi, cherchant peut-être mes parents, ou un soupçon de regret. Le regret avait quitté cette affaire depuis longtemps. Je levai le dossier, intercalaire coloré, contrat signé où ma SARL figurait comme sponsor financier, clause d'annulation, ma signature seule habilitée, remboursement lancé dans l'heure suivant leur trahison. Je tapotai la couverture. Je les ai prévenus il y a 3 ans, s'ils me traitaient comme une banque, j'agirais comme tel. Tu punis toute la famille, siffla-t-il en baissant la voix, un voisin passant dans le couloir. Un sourire effleura mes lèvres. Non. Je protège mon investissement et je limite mes pertes. Son visage s'assombrit. Ce sont tes parents. Ils m'ont traité de mendiante devant 40 personnes. Il ne répondit rien. Il tourna les talons, marmonnant des menaces d'avocat. Mais en matière de hiérarchie financière, on ne dépasse pas celle qui détient le grand livre, les contrats et les sauvegardes. Je refermai la porte, me rendis dans mon bureau, posai le dossier et en ouvris un nouveau. Audit successoral, phase 2. Au matin, 32 nouveaux messages m'attendaient. Certains imploraient. D'autres menaçaient. Tous respiraient la panique. Ma mère écrivit. Nous ne pensions pas ce que nous avons dit. L'émotion nous a dépassés. On peut parler? Mon père ne m'écrivit pas directement. Il transféra simplement une facture impayée de la salle de réception, exigeant un règlement immédiat. Mais mon préféré venait de la discussion familiale dont on m'avait exclu des années plus tôt. Une capture envoyée par un cousin. Rachel est trop sensible. Elle reviendra en rampant. Comme toujours. J'ai ri seul dans ma cuisine vide, puis répondu à tout le groupe. Petit rappel, l'espace sous la maison m'appartient. Et j'ai changé toutes les serrures.
Silence total. L'après-midi, un message inattendu apparut dans ma boîte. François, le comptable de mes parents, demandait un rendez-vous pour évoquer certaines irrégularités constatées. Plus précisément, les paiements de leur cher pavillon en bord de mer ne provenaient pas du fonds familial comme il l'affirmait, mais d'une SARL qu'il ne parvenait pas à identifier. Mes parents lui avaient transmis mon adresse électronique des années plus tôt, lorsque j'avais commencé à gérer leur déclaration fiscale. Ils l'avaient conservée. Lorsque nous avons échangé, j'ai confirmé ses soupçons, puis posé la question que j'attendais depuis 3 ans. Ont-ils déclaré ce pavillon comme leur bien dans leurs déclarations annuelles? Un silence pesant. Ils l'ont présenté comme un héritage offert par un investisseur familial privé, sans aucun justificatif, admit-il enfin. Ainsi, ils n'étaient pas seulement ingrats. Ils avaient fraudé. Ils avaient utilisé ma générosité pour constituer un patrimoine sur un bien qui, juridiquement, m'appartenait toujours via ma société. François me demanda si j'accepterais de signer une attestation pour les services fiscaux. Bien sûr, répondis-je, après avoir appelé mon avocate pour savoir sous quel délai nous pouvions leur faire signifier des actes rendant ce pavillon, et chaque centime impayé, juridiquement inattaquable. 48 heures, confirma mon avocate, Tiphaine. Parfait. Il ne s'agissait plus de famille. Il s'agissait de fraude. Le lendemain, je me rendis au cabinet de Tiphaine, en centre-ville. Mobilier épuré, ligne nette, efficacité sans concession. À midi, les actes étaient prêts. Mise en demeure pour diffamation, fausse déclaration et usage non autorisé de fonds. Demande de réattribution du bien supprimant toute revendication verbale de mes parents sur le pavillon. Tiphaine fit glisser les documents sur son bureau impeccable. Ils vont croire que vous bluffez. Je souris. Ils l'ont déjà cru. Le banquet, c'était leur bluff. 1 heure plus tard, l'huissier confirma la signification. La fête familiale venait de se transformer en reddition de comptes financières. Le soir même, un message vocal de ma mère. Larmoyant. Décousu. Accusateur. Tu nous détruis pourquoi? Un malentendu? Tu fais toujours ça, toujours excessive. Excessive. Le mot qu'on sert aux filles quand elles paient l'addition. Si tu vas au bout, les gens parleront. À l'église. Dans le quartier. Pour la réputation de ton père. Toujours l'apparence. L'illusion d'unité. La mise en scène de l'amour. Je laissai le message sans réponse. Car le lendemain matin arriva quelque chose de plus important. Courriel de mon expert comptable. Transfert confirmé. Titre de propriété du pavillon finalisé. C'était fait. Légalement. Irrévocablement. Leurs joyaux de retraite, symbole de leur statut social, étaient désormais séparés définitivement de leur patrimoine financier. Et les impôts éludés avaient été régularisés, intérêts compris. Peu après, Tiphaine m'écrivit. Toutes les issues sont closes. Voulez-vous aller plus loin? Ma réponse fut immédiate. Oui. Audit complet. Commencez par le fonds familial. Je veux retracer chaque euro depuis 2017. Car ils ne m'avaient pas seulement traité de mendiante. Ils avaient bâti leur train de vie sur mon dos. Il était temps de leur présenter la facture des sièges qu'ils ne m'avaient jamais offert. L'audit révéla des strates insoupçonnées. 18 700 € retirés la semaine de ma remise de diplôme. Libellé, réparations urgentes. Réalité, rénovation de cuisine pour Victoire. 9 000 € notés frais d'études. En vérité, place de concert au premier rang et week-end bien-être pour ma mère. 34 000 € injectés dans la restauration de la Ford Mustang ancienne de mon père, voiture qu'il décrivait autrefois comme ma récompense pour avoir élevé des enfants responsables. Ils avaient vidé ce compte. Puis m'avaient appelée mendiante. Est-ce pénal? Demandai-je à Tiphaine. Cela peut l'être, répondit-elle prudemment. Si vous le souhaitez. Mais je ne voulais pas de prison. Je voulais des comptes. Nous avons déposé une requête. Demande de compensation financière. Dossier documentant le détournement du fonds. Il disposait de 30 jours pour répondre ou transiger en privé. Au 22e jour, leur avocat me contacta. Ton sec. Vocabulaire juridique masquant la panique. Proposition. 50 000 € de restitution. Aucune reconnaissance de faute. Accord de confidentialité mutuelle. Tiphaine eut un léger rire. Ils veulent colmater les fissures avant que les voisins ne regardent à l'intérieur. Mais je ne voulais pas d'argent. Pas vraiment. Je voulais une trace. La preuve que je n'étais pas la brebis noire. Mais le bouc émissaire. La bienfaitrice silencieuse. La ligne de vie impayée.
Nous avons refusé. Au 25e jour, mon père rompit enfin le silence. Il se présenta dans les locaux de mon entreprise, celle qu'ils appelaient autrefois ton petit projet annexe, mais qui employait désormais 27 personnes sur 2 régions. Il resta dans l'embrasure de la porte, chapeau à la main, la fierté vacillante. Tu as prouvé ton point, dit-il. Mais tu es sur le point de nous ruiner. En es-tu fier? Je l'ai regardé, cet homme qui, autrefois, avait proclamé devant toute la famille que Victoire était la véritable réussite. Je répondis calmement. Non, je ne suis pas fier. Je suis fatigué. Fatigué de financer votre vie tout en étant effacé de votre héritage. Il tenta de parler. Je levai la main. Vous m'avez traité de mendiante. Alors j'ai cessé de donner. Et soudain, tout le monde s'est souvenu de ma valeur. Il ne s'excusa pas. Il ne pleura pas. Il posa simplement sur mon bureau un chèque signé, laissé en blanc. Je le fis glisser vers lui. Il n'a jamais été question de votre argent. Il a toujours été question du mien. Lorsqu'il partit, j'ouvris ma messagerie. Un courriel du greffe. Fraude au versement du fonds familial. Audience préliminaire fixée dans 3 semaines. Cette fois, il devrait se présenter. Non pour célébrer, mais pour répondre. La date d'audience se répandit dans la famille comme une canalisation fissurée, d'abord discrète, puis envahissante dans toutes les discussions dont on m'avait exclu. Un cousin m'écrivit directement pour m'informer que tout le monde parlait du tribunal. Il n'avait jamais cru que j'irais jusqu'au bout. Ils s'attendent toujours au silence. À la honte. À ce que celle qu'on a écartée continue de maintenir la paix pendant qu'il festoie. Mais cette fois, je n'étais plus l'assistante. J'étais le témoin. Avec Tiphaine, nous avons tout préparé. Chronologie détaillée, relevé bancaire, capture de messages où l'on me demandait juste cette fois, preuve rendant visible tout ce qui avait été invisible. La veille de l'audience, Victoire m'écrivit pour la première fois depuis le banquet. Si tu fais ça, je ne te pardonnerai jamais. Ni excuse. Ni déni. Juste un avertissement. Comme si ma paix dépendait de son autorisation. Je ne répondis pas. Certaines personnes ne veulent pas la réconciliation. Elles veulent le retour à la version de vous qui se taisait. Le jour venu, j'entrai dans la salle d'audience, étonnamment sereine. Mes parents étaient assis en face, dos raide, leur avocat consultant sa montre. La juge posa des questions simples. Tiphaine répondit avec des chiffres. Graphique projeté à l'écran. Paiement du pavillon provenant de ma SARL. Fonds familial siphonné pour dépenses personnelles, vacances, soins bien-être, restauration automobile. L'avocat adverse parla d'accords informels. D'un malentendu amplifié. La juge ne fut pas convaincue. Elle se tourna vers moi. Quel résultat recherchez-vous, mademoiselle Parker? Je me levai. La vérité consignée par écrit. Que le dossier reflète la réalité. Elle hocha la tête. Accordé. Pour la première fois, mon nom n'était plus une note en bas de page dans leurs finances. Il était le titre. Et pour une fois, la salle se tut sans que personne n'ait à me faire sortir. Après l'audience, silence. Aucun appel. Aucune lettre. Aucun, nous ne le pensions pas. Juste ce silence qui suit la fin d'une représentation lorsque les lumières s'éteignent. Le jugement ne fut pas pénal. Pas de menottes. Pas de scandale public. Mais il fut contraignant. Remboursement des fonds détournés au profit du fonds familial. Titre de propriété du pavillon définitivement transféré à mon nom. Retrait de tout accès futur à des actifs qu'il n'avait pas acquis. Tiphaine appela cela une justice élégante. Moi, j'y vis un équilibre rétabli. Les semaines passèrent. Mon téléphone resta silencieux, délicieusement silencieux. Plus de demandes. Plus d'urgence. Plus de juste un petit coup de pouce ce mois-ci. Puis une enveloppe glissée sous ma porte. Sans timbre. Sans expéditeur. À l'intérieur, une photographie du banquet familial. Tout le monde en argent et bleu marine, verre levé sous des lustres de cristal. À l'arrière-plan, flou mais reconnaissable, moi, saisi en train de me retourner pour partir. Le moment précis où ils m'ont effacé. Au dos, une phrase. C'est ici que tout s'est effondré. Je reconnus immédiatement l'écriture penchée de Victoire, la même qui signait tant de reconnaissance de dette. Je restai un long moment immobile, puis passai la photo au destructeur. Car ce qui s'est effondré n'était pas une famille. C'était son illusion. Celle bâtie avec mon argent, mon silence, mon besoin d'appartenir. Et quand cette illusion s'est consumée, il n'est pas resté des cendres. Mais la liberté. Ce jour-là, j'ai créé un nouveau dossier. Fondation Parker.
Une bourse destinée aux femmes de première génération universitaire finançant seules leurs études sans soutien familial. Le financement initial provenait de la vente du pavillon. Le mien. 6 mois plus tard, aucun contact direct avec mes parents ni avec Victoire. Notre relation s'est achevée par un accord tacite. Parfois, la résolution la plus saine est la distance, maintenue avec la même constance que celle que je consacrais autrefois à financer leur vie. Note d'adaptation finale. La mention promotionnelle d'une plateforme de livres audio a été volontairement supprimée pour cohérence narrative et immersion. Dans une version destinée à diffusion, une promotion équivalente en français pourrait être intégrée séparément et adaptée au marché francophone. Oh, thank you for the pin. Shh. Then maybe we change up the course of the stream and make it low cortisol, like a calming stream, like a keyboard ASMR stream. The title cooked too. Wait, why is the title cooked? What was the title? What did I put as my title? What's my... Got a noise complaint, might get evicted again. Wait, what was my old title though? Yeah, the vibes are off, but it's not her fault. I changed it. No, you should have added into it. What was my previous title? Thank you for adding it. SMR stream again. Yeah, vibes are off, but it's not her fault. That's not my fault. He's self-glazing. Wait, who's self-glazing? Who? Wait, I'm lost. Oh, the title. Oh, he's self-glazing is title. No, hold on. What was my previous title? I forgot. Hold on. Oh, yes, wait. Might have gone back to only having 5 players. I think that's it.